Je m'appelle Vincent Tétu et je suis artiste plasticien. Mon parcours est fait de plusieurs volets. Je suis pas né artiste. Je suis devenu artiste, chemin faisant. J'ai grandi dans un milieu familial qui était assez propice à l'expression plastique. Mon père, aujourd'hui, est tatoueur, donc très tôt, en fait, je l'ai vu dessiner, je l'ai vu faire du modelage. Il était aussi maçon à côté de ça, donc aussi artisan. Forcément, ça laisse une empreinte, voilà. Les 10 premières années de ma vie, c'était danse. J'ai pas arrêté de changer d'école et puis de réseau. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui j'ai la bougeotte encore. Et que je vis dans une tiny house qui est sur roue et qui potentiellement peut rouler et puis peut partir. C'est vrai que je me suis longtemps considéré comme artisan. Et encore aujourd'hui, je pense que si je n'étais pas passé par là, je pourrais pas avoir autant de liberté dans mon expression artistique. Donc c'est vraiment parce que j'ai eu ce parcours dans le milieu de l'artisanat que j'ai acquis des techniques, approché des matières, et puis c'est vrai que chemin faisant, à chaque fois, une pierre te renvoie à une autre pierre, et puis au fur et à mesure, comme ça, tu avances, et du coup, tu découvres un champ de possibles, quoi. J'ai fait la rencontre de Léon, tailleur de pierre. J'ai passé un été à entrevoir les techniques de la pierre, voir comment ça fonctionne, appréhender le volume, puis intégrer certaines techniques, voilà, la tenue de l'outil, le maillet. D'ailleurs, lui, il m'a encouragé, il a vu ce que j'ai fait, puis il m'a dit ouais, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait avoir une suite. Donc, j'ai entendu d'une oreille, j'ai fait autre chose entre-temps. Et puis je suis parti faire de l'intérim sur Paris. C'était intéressant. Je travaillais dans les réacteurs d'avion chez Field. J'ai changé des filtres pour des incinérateurs d'ordures ménagères. Tu rentres dans une réalité d'un système de consommation et puis d'aberration, parce que ce qui était à brûler, en fait, c'était un mélange de tout venant, enfin voilà, tous ces déchets ménagers, mais aussi de choses qui étaient triées. Parce que, en fait, il fallait alimenter aussi ces grosses machines. À ce moment-là, c'est vrai que je voyais pas non plus l'importance de ce que ça pouvait m'apporter vraiment. Pour moi, c'était aussi un gagne-pain. Mais c'est vrai que tout ce milieu industriel, ça m'a rapporté des sous, mais ça m'a rapporté pas que ça. Je pense que ça m'a pas mal influencé aussi. C'est pas des expériences vaines, j'ai appris beaucoup de choses, et je dois dire que tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce que artiste, et je pense que artiste, c'est porter aussi un regard sur le monde qui nous entoure, critique et éthique, et d'apporter des fois des nouveaux angles de vue, des coups de loupe à certains endroits pour grossir les traits, caricaturer, et faire voir certaines dérives, directions d'un modèle. Enfin, voilà. À la suite de l'intérim, je vais voir un centre de formation pour adultes. Je rentre par cette porte qui pivote sur elle-même, un tourniquet de la vie. Puis je vais jusqu'à l'accueil et puis je leur explique voilà mon projet, que j'aimerais intégrer une session de taille de pierre, que je suis un jeune motivé quoi, qui a envie de taper dans le caillou. La personne regarde et puis elle me dit ça sera pas tout de suite parce que la session venait de commencer et du coup il faudrait attendre 6 mois, voilà. Donc j'étais un petit peu déçu. Je commence à prendre ce tourniquet de la vie pour sortir du centre de formation, et puis juste à ce moment-là, elle m'appelle, je refais le tour du tourniquet, et puis je revais la voir, et puis elle me dit, mais par contre, si vous êtes prêt à bouger, vous pouvez intégrer une session qui débute bientôt à Angers. Ni une ni deux, en fait, j'ai fait mon pactage, et puis je suis parti. Ça a duré 8 ou 9 mois, la formation de taille de pierre. On a appris à faire des arcs, des voûtes, des culs de four en pierre. On a appris à tailler donc, le calcaire tendre, pas mal de pierres tendres d'ailleurs. Je crois pas qu'à ce moment-là c'était une frustration, mais plus tard c'est devenu une frustration de justement ne pas avoir pu découvrir les pierres dures. La pierre dure, ce que j'aime, c'est son histoire. C'est assez marquant d'ailleurs sur la pierre bleue. C'est-à-dire que quand tu ouvres une pierre, en fait c'est des stratifications marines qui se sont solidifiées. On appelle ça métamorphisé. Et puis en plus, c'est une pierre bleue, donc du coup, on pourrait se dire, tiens, pourquoi elle est bleue et tout ça. Et c'est la putréfaction de tout ce qui est organique dans les fonds marins. Il y a une transformation, ça pourrit, et ça fait penser, enfin quand tu ouvres la pierre, t'as vraiment cette odeur de soufre qu'on peut retrouver dans des œufs pourris. Chaque coup est compté, chaque fois que tu tapes, il y a des émanations comme ça, voilà, d'histoire, des millions d'années de silence, et puis d'un seul coup, ça jaillit de nulle part. Donc il y a quelque chose d'enivrant aussi hein, là-dedans. Hein.
d'accéder au cœur de cette activité de la Terre géologique. J'ai toujours ressenti ce privilège aussi, de dire voilà, là j'interviens à un moment de l'histoire et je fais jaillir quelque chose de cette pierre. La pierre, elle décide toujours. Il y a vraiment la nécessité d'écouter, d'observer ce qui se passe, le rapport avec la matière, parce que ça réagit. C'est autant nous qui apprivoisons la pierre que finalement la pierre nous apprivoise. Il y a vraiment il y a un échange profond. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose de archétype ou je sais pas. Ça renvoie aux origines. La pierre, c'est quelque chose de sauvage et puis peut-être aussi notre intervention, hein, c'est possible. Et en 2009, je fais ma première sculpture en bois. J'avais travaillé le bois en menuiserie ou charpente, donc du coup je m'étais équipé. Et puis à partir de cet équipement aussi, je me suis dit que je pouvais extraire quelque chose d'un bout de bois, essayer quoi, voir. Donc j'ai commencé comme on commence en fait, par la base, c'est-à-dire, j'ai pas fait trop de bas-relief, mais j'ai commencé très rapidement à la tronçonneuse, faire sortir plus rapidement la forme, ouais. Moi, je me suis dit que potentiellement, effectivement, une matière tendre comme ça, il y avait la possibilité d'aller peut-être plus vite, et du coup, de répondre plus rapidement à des envies artistiques, exprimer plus rapidement des choses que j'avais envie de mettre en matière, quoi. Comme beaucoup, j'ai fait des champignons, j'ai fait des animaux, des chouettes. Et en fait, c'est vrai qu'en 2009, c'est une année où il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a des périodes de la vie comme ça, où c'est des périodes charnières. Tu passes de l'autre côté du versant, et puis ça t'emmène vers autre chose. Et puis, il y a eu cet événement à Forêt Folie, qui m'a permis en fait de faire ma première sculpture en bois, un beau morceau de châtaignier, là, qui fait 2 mètres, qui devait avoir peut-être 100 ans, un truc comme ça. Et donc là, j'ai fait une chevauchée. C'est un faune qui chevauche un cheval, et sous forme de totem, un petit peu, voilà. Enfin, je me suis rendu compte à ce moment-là des possibilités, quoi. Pour la sculpture de Saint-Snou, ce qui arrive dans cette œuvre, c'est une des traductions, on va dire, d'une recherche qui allie architecture et sculpture, et qui allie aussi manufacture et nature. Donc par manufacture, j'entends le côté artisanal, l'empreinte de l'humain sur la matière, la transformation de la matière, et puis aussi une représentation symbolique en fait de la nature. Donc moi le projet c'était un nid. Donc et pourquoi le nid? Parce que c'est aussi la naissance. Je trouve que c'est un symbole fort, quelque chose qu'on peut retrouver dans la nature. Et puis des architectures complexes. Des fois tu te demandes comment des petits oiseaux comme ça sont capables de fabriquer des architectures aussi élaborées. C'est un arbre qui peut faire penser à une main et dont le tronc en fait se termine par quelques branches, et dans ces branches ou dans cette main il y a un nid en fait, il y a un mélange de tiges métalliques et de morceaux de bois qui sont interconnectés quoi. Il y a aussi cette notion de réseau. La base est en granit plaqué de métal à certains endroits, c'est une base cubique. Et puis la partie supérieure, c'est un arbre à facettes qui se termine avec justement une sorte de nid en haut, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est mon nid à moi, quelque part. C'est ma traduction empirique de tout ce que j'ai pu collecter en termes d'expérience, d'information, d'échange, de relations, tant avec mon milieu d'humain et mon milieu naturel, même si tout ça n'est jamais séparé finalement. Mais voilà, en gros. En parallèle de mon travail d'artiste, je suis aussi architecte d'intérieur, designer, c'est-à-dire que c'est de l'agencement d'intérieur et d'extérieur, des objets plus usuels. Artisan d'art, j'aime bien parce que justement il y a artisan et puis il y a art dedans. Ça me parle. Après, ce qui manque peut-être là-dedans, c'est la dimension un petit peu plus revendicatrice, poétique, philosophique de l'artistique. C'est pas possible que j'arrête les symposiums parce que c'est tellement enrichissant en termes de rencontres, en termes d'ouverture sur le monde. Moi je les appelle les vacances des sculpteurs. Tu sors de ton quotidien, tu n'es pas dans le contexte familial, tu n'es pas dans le contexte du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte à gérer, il n'y a pas de devis, il n'y a pas de com, il n'y a pas tout ça. Et tu es là en fait à déguster quoi, parce que finalement, quoi de mieux pour un sculpteur que de sculpter quoi.